Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 mars 2026 et nous voulons être fidèles à notre rendez-vous. Nous voulons commencer par une information que vous connaissez, que vous maîtrisez bien. C'est la situation qui se passe au Moyen-Orient avec l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Mais vous savez que les choses sont en train vraiment d'aller vers une situation préoccupante, une situation extrêmement grave. La réaction de l'Iran ne s'est pas fait attendre, tout en sachant évidemment que l'attaque menée par Israël et par les États-Unis a connu ou bien atteint beaucoup de personnalités iraniennes, parmi lesquelles l'ayatollah Khamenei. Mais l'Iran a réagi avec puissance. C'est vraiment les drones, c'est vraiment les missiles, c'est vraiment les avions, c'est les navires qui se déplacent. Et actuellement, vraiment, toute la zone est pratiquement préoccupée. Elle s'embrase. Elle s'embrase et il y a beaucoup de commentaires qui sont faits. Jusqu'où on peut y aller? Et ce que j'ai retenu, parce que je ne ferai pas trop de commentaires, on ne peut que déplorer cela. Ce que j'ai retenu d'assez fort, c'est qu'au niveau des États-Unis, on relève que pendant sa campagne électorale, en termes de promesses, le président Donald Trump avait promis ne pas attaquer l'Iran. Mais aujourd'hui, c'est un non, en tenant compte d'un certain nombre d'autres facteurs. Mais la situation est véritablement préoccupante. Les dégâts sont extrêmement nombreux et je crois qu'il a espéré, mais je ne sais pas si la solution diplomatique peut encore être mise sur la table. Mais vraiment, la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Enfin, nous, de notre côté, ce que nous souhaitons, c'est que l'Union africaine puisse avoir une position sur ce genre de situation. Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les forts ou ceux qui se disent forts ont tendance à vraiment écraser les faibles. Et je crois que dans une telle démarche, l'Afrique a intérêt à aller vers l'unité, à aller vers une position commune, vers l'analyse sérieuse de toutes ces situations. Parce que on n'est plus à l'abri de quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est une situation préoccupante. On parle qu'elle peut toucher le pétrole, il y a le détroit d'Ormuz qui est fermé, il y a un certain nombre de choses. Les gens suivent attentivement les positions de l'URSS et de la Chine. Donc, il y a vraiment une situation préoccupante. Et de temps en temps, il y a des gens qui pensent que ça peut être le point de départ d'une troisième guerre mondiale, ce que nous ne souhaitons pas. Nous osons espérer que les gens vont aller vers des solutions qui puissent permettre qu'on ramène la paix. Maintenant, la deuxième information que nous allons essayer d'aborder, nous revenons dans le contexte congolais avec la campagne électorale qui est en train de se dérouler pour cette élection présidentielle qui aura lieu le 15 mars. Et nous avons suivi attentivement une émission qui a été organisée, je crois, par un média africain, NCA, et qui regroupait 4 représentants des candidats à l'élection présidentielle de mars 2026. Beaucoup de choses ont été dites et je crois que c'était avec intérêt que nous avons suivi ça. Nous avons cru voir être relevé qu'il y avait beaucoup de concertation au Congo et on a relevé que malheureusement, on n'arrive pas à avoir une gouvernance électorale qui permette d'avoir une élection libre, équitable et transparente. C'est véritablement dommage. Nous avons retenu qu'on revient toujours sur cet éternel problème de la biométrie, tout en insistant que malheureusement, nous avons été là à la 8e concertation ou au 8e dialogue, et on relève clairement que les recommandations qui sont prises au cours de ces concertations ne sont pas mises en application. J'ai suivi certains intervenants déclarer clairement
que le pouvoir du PCT, du président Denis Sassou Nguesso, avait lamentablement échoué, et que si on allait vers la biométrie, si on allait vers des conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée, que le candidat du PCT n'aurait pas la chance, mais ça rentre dans le cadre de la campagne qui se déroule jusqu'à présent. Mais avec force, j'ai entendu dire que le président Sassou était soutenu par une large coalition et que la victoire ne ferait l'homme d'aucun doute, mais ça c'est aux uns et aux autres d'apprécier. Par contre, la question qui a préoccupé les uns les autres, c'est lorsque le représentant du candidat président a déclaré que le modèle congolais mériterait d'être exporté. Et nous disons non, il faut qu'on rentre dans les commentaires. Nous avons d'abord été très heureux qu'il y ait ce genre de confrontation, que le pouvoir évite ici, parce que les partis de l'opposition n'ont pas accès aux médias d'État. Je crois que s'il y avait ce genre de débat assez régulièrement, ça permettrait aux Congolais de connaître et d'apprécier avec beaucoup d'objectivité un certain nombre de choses. Alors, lorsqu'il dit que le modèle congolais mérite d'être exporté, nous avons un certain nombre de commentaires à faire. Le premier commentaire à faire, il faut le reconnaître, le Congo n'est pas une démocratie. Le Congo est une démocrature. Et lorsqu'on regarde, et j'aime bien revenir là-dessus, l'indice de démocratie du Congo, le Congo est classé comme un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et dans une dictature, le principe est clair. On n'organise pas une élection pour la perdre. Sans justement du cas du Congo, il faut reconnaître que le pouvoir en place a tout verrouillé parce qu'il veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir. Et ça, je crois qu'il faut toujours le relever de manière assez claire, de manière forte, et qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Alors c'est pour ça que dans ce qui a été dit, nous tenons à relever quelque chose de fort qui n'a pas été dit. Et je regrette que même au dialogue politique, à la concertation politique de Djambala, ça n'a pas été dit. Tout simplement parce que les gens ne sont pas dans la transparence, ils ne sont pas dans la vérité. Il faut insister sur le fait que le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi. Et pour ceux qui parlent de l'exportation du modèle congolais, il faut reconnaître que le Congo est certainement un des pays où une personnalité qui n'est pas en conformité pendant plus de 25 ans peut encore être candidate à l'élection présidentielle. Ça veut tout simplement dire que nos institutions ne fonctionnent pas bien. Ça veut tout simplement dire que la plupart de nos institutions sont inféodées. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour le pays. Et on donne le sentiment qu'on est en règle, qu'on est conforme à la loi, alors que l'on n'est pas. Ensuite, il faut relever également que tous ces dialogues, etc., sont organisés sans base juridique. Et que l'élément fort qui apparaît au plan constitutionnel, c'est la mise en place, selon la Constitution, d'un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement, de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation sur les grands problèmes d'intérêt national. Et les problèmes d'intérêt national, il y en a énormément. Alors c'est pour ça que je crois qu'il faut dire aux partisans du pouvoir que le modèle du Congo n'est pas un modèle à exporter. Le Congo n'arrive même pas à mettre en place une commission nationale électorale véritablement indépendante. Je crois qu'on y reviendra, on va essayer d'évoquer ça à plusieurs reprises. Et c'est véritablement dommage, c'est véritablement dommage. Maintenant, quant aux autres problèmes, la maîtrise du corps électoral et l'établissement des listes, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que les voix se sont levées à travers le pays, pour dire que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente ne sont pas réunies. Et je crois qu'il faut que l'on soit très clair là-dessus et que l'on essaye d'avancer. Quant aux élections, il n'en est pas question. Sous une dictature, elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Certains régimes dictatoriaux,
comme ceux du bloc de l'Est sous contrôle soviétique, firent des parodies d'élections pour paraître démocratiques. Elles ne furent que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. Des dictateurs sous pression peuvent parfois accepter de nouvelles élections, mais en les truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement. Si des candidats de l'opposition ont eu le droit de se présenter et furent réellement élus, comme en Birmanie en 1990 et au Nigeria en 1993, les résultats furent simplement ignorés et les vainqueurs soumis à l'intimidation, arrêtés ou même exécutés. Les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient les chasser de leur trône. Beaucoup de gens souffrant actuellement d'une dictature brutale, ou qui se sont exilés pour y échapper, ne croient pas que les opprimés puissent se libérer eux-mêmes. Mais ils pensent que leur peuple ne peut être sauvé que par l'intervention de tiers. Ils placent leur confiance en des forces extérieures et croient que seule l'aide internationale peut être assez puissante pour renverser les dictateurs. Cette idée selon laquelle les opprimés sont incapables d'agir efficacement est parfois exacte pour une certaine période. Souvent les peuples opprimés manquent de volonté et sont temporairement incapables de lutter, car ils n'ont aucune confiance en leur capacité de faire face à une dictature brutale et ne voient aucun moyen de s'en sortir. On comprend donc qu'ils placent leurs espoirs de libération en des entités tierces, en une force extérieure qui peut être l'opinion publique, les Nations Unies, un autre pays, ou encore des sanctions économiques et politiques internationales. Une telle vision est confortable, mais elle pose de sérieux problèmes. Cette confiance accordée à une puissance extérieure peut être très mal placée. Le plus souvent aucun sauveur étranger ne se présente, et si l'un d'eux le fait, on ne devrait probablement pas lui faire confiance. Car de dures réalités sont à considérer avant de s'en remettre à une intervention étrangère. Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leurs propres intérêts économiques et politiques. Certains iront jusqu'à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d'aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif. D'autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires. Les puissances étrangères s'investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Les dictatures existent principalement à cause de l'insuffisante répartition du pouvoir dans le pays lui-même. La population et la société sont trop faibles pour poser des problèmes sérieux au pouvoir dictatorial, la richesse et le pouvoir sont concentrés en trop peu de mains. La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. Ces pressions internationales peuvent être utiles lorsqu'elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance. Ainsi, les boycotts économiques internationaux, les embargos, la rupture des relations économiques, l'expulsion des organisations internationales, ou la condamnation par les Nations Unies, par exemple, peuvent être utiles. Mais en l'absence d'un fort mouvement intérieur de résistance, de telles actions ne risquent guère d'être entreprises. La conclusion est difficile à accepter. Pour renverser une dictature efficacement et au moindre coût, il est impératif de travailler à 4 tâches. Renforcer la détermination de la population opprimée et sa confiance en elle-même, et améliorer ses compétences pour résister. Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent la population opprimée. Créer une puissante force de résistance interne. Développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence. Une lutte de libération est un temps d'affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne des groupes combattants. En 1879 et 1880, lors de la campagne irlandaise de grève des loyers, Charles Stuart Parnell professait « Il est inutile de compter sur le gouvernement, vous ne devez compter que sur votre propre détermination, aidez-vous en vous soutenant les uns les autres, fortifiez ceux qui, parmi vous, sont faibles, unissez-vous, organisez-vous et vous gagnerez une fois que vous aurez pris cette question en main, c'est à ce moment-là, et pas avant, qu'elle sera résolue. Quand la dictature doit faire face à une force solide, sûre d'elle-même, dotée d'une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, elle finira par s'écrouler. Mais, au minimum, les 4 conditions énumérées ci-dessus devront être remplies. Comme nous venons de le montrer, la libération des dictatures dépend finalement de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Les expériences réussies de défiance politique ou de lutte non violente à but politique prouvent qu'il est bel et bien possible pour les populations de se libérer par elles-mêmes. Mais cette option est restée peu développée. Nous l'examinerons en détail dans les chapitres suivants. Maintenant, la troisième information que nous allons donner assez rapidement, c'est que nous avons découvert à travers toujours les réseaux sociaux cette information qui est du Parlement de la CEMAC, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La CEMAC envisage, et c'est à notre avis très sérieux, d'exclure les mauvais payeurs. Il n'y a pas très longtemps, nous avons découvert que la CEMAC connaissait une situation d'asphyxie financière. Elle a été obligée
réduire un bon nombre de ces activités. Tout simplement pourquoi? Mais parce que les États recouvrent la taxe communautaire d'intégration qui devrait permettre de soutenir le travail de la Commission. Et actuellement, d'après les chiffres qui ont été donnés toujours à ce niveau, la CEMAC enregistre pratiquement 263 milliards d'arriérés de francs CFA. Il semble que cette structure, cette institution a du mal à toucher plus de 60% de ce qui devrait lui revenir chaque année. Évidemment, chaque année, ça s'accumule. Et sur les 263 milliards de francs CFA, nous croyons savoir que le Congo a des arriérés qui s'élèvent à près de 52,2 milliards, ce qui est extrêmement important. Donc le Congo peut être aligné parmi ceux qui sont menacés d'être exclus. Mais l'intégration régionale, elle est extrêmement importante et c'est une très bonne chose. Et nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver dans cette situation. Puisque la taxe communautaire d'intégration est touchée à travers les importations que le pays enregistre, il n'y a pas de raison que nous ne reversons pas à la Commission ce qui lui revient. Et je crois que les gouvernants doivent prendre sérieusement conscience de ce que les choses ne vont pas bien et il faut que nous nous rattrapons. Maintenant, la quatrième information, il y a un décret qui a été pris qui met en place, semble-t-il, la coordination de la Commission nationale électorale. Moi, je ne dis pas indépendante parce que cette commission n'est pas indépendante. Et sur ce point, nous pensons que lorsqu'on parle de commission nationale électorale indépendante au Congo, c'est un abus de langage. Parce que la commission d'organisation des élections du Congo n'est pas indépendante. Le Parti congolais du travail le sait. Puisqu'avec le Parti congolais du travail, nous avons signé en mars 1997 un mémorandum à l'attention du président Lissouba sur l'élection présidentielle de 97. Et dans ce mémorandum, nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Et les amis du PCT et ceux du pouvoir doivent savoir que lorsque David Charles Gana, au premier ministre de Pascal Lissouba à l'époque, avait annoncé en 96 que son gouvernement allait organiser des élections, mais les FDU, les Forces démocratiques et unies, présidées par le président Denis Sassou Nguesso, avaient réagi avec force en disant une phrase qui a été fortement retenue par beaucoup d'acteurs politiques, à savoir qu'un démocrate sincère n'a pas peur d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Mais d'où vient que depuis que le Parti congolais du travail est revenu au pouvoir par les armes, pourquoi la mise en place d'une commission nationale électorale indépendante pose problème? Et pour ne pas aller dans trop de débats sur cette question, nous tenons à rappeler qu'une commission nationale électorale est dite indépendante lorsqu'elle a le contrôle et la maîtrise de tout le processus électoral, depuis les opérations préélectorales jusqu'à la proclamation des résultats. Ce n'est pas le cas, puisque je vous signalerai très clairement qu'au Congo, c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui publie les résultats. Et ça, il faut le noter de manière forte. Donc, il y a un abus de langage et il faut, puisque j'en parle, puisque je crois qu'il y a une question qui est à l'ordre du jour et on va y revenir certainement, c'est la refonte de la loi électorale. Et quand on va la refondre, je crois qu'il faut qu'on prenne en ligne de compte un certain nombre de choses. Le deuxième élément qui est frappant, c'est qu'on a encore une fois nommé, comme s'il manquait les cadres dans ce pays, Henri Bouka, premier président de la Cour suprême, comme président de la Commission nationale électorale indépendante. Vous voyez déjà qu'il y a un conflit d'intérêts. Vous voyez bien déjà qu'il y a un article qui dit que la justice doit être indépendante du pouvoir exécutif, doit être indépendante du pouvoir législatif. Et ce n'est pas sérieux, il y a un grand conflit d'intérêts. Et ce problème est posé depuis longtemps. Et le pouvoir, les gouverneurs font exprès de ne pas en tenir compte. Mais c'est véritablement gênant. C'est d'autant plus gênant que c'est d'après les informations que j'ai, le premier président de la Cour suprême n'est pas en conformité avec la loi.
Il n'a jamais déclaré son patrimoine conformément à la loi. Et vous rappelez que depuis les années 97, il était déjà pratiquement vice-président de la Cour suprême avant d'en devenir le premier vice-président. Et depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu de déclaration. Et moi, j'insiste pour dire que l'expérience de 2021 qui a été faite n'a pas été faite conformément à la loi. Donc, vous avez cette situation qui gêne pratiquement tout le monde. Parce qu'on se rend compte que la plupart des responsables des institutions, sinon la plupart des institutions de notre pays, ne sont pas en conformité avec la loi. Ce que je dis pour le premier président de la Cour suprême vaut également pour la Cour constitutionnelle. Ça vaut pour le Conseil supérieur de la liberté de communication. Ça vaut pour toutes les autres institutions, puisqu'on ne cesse même de relever que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. C'est-à-dire non seulement que ces responsables ne respectent pas la loi, surtout en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, mais ils ne font rien pour faire respecter cette loi et c'est véritablement dommage. Et le premier président de la Cour suprême, qui en même temps qui a été nommé, renommé à cette fonction, il n'est pas en conformité avec la loi. Mais vous me direz, c'est le modèle congolais qu'on veut importer à certaines caractéristiques, c'est qu'il s'agit des personnalités des institutions qui ne respectent pas la Constitution et qui ne veillent pas à la respecter. C'est véritablement dommage. Et je crois que c'est quelque chose qu'il retient notre attention. Maintenant, l'autre problème, c'est que lorsqu'on prend la composition de cette commission, du bureau de cette de coordination de cette commission, mais il apparaît toujours une notion floue, mais qui est faite rien que pour favoriser le pouvoir. Cette notion, c'est quoi? Mais on fait apparaître une notion des partis du centre. Parce qu'au Congo, semble-t-il que les partis du centre, c'est les partis qui ne sont ni à l'opposition, ni à la majorité. Mais dans la pratique, ce sont des pratiques qui soutiennent Denis Sassou Nguesso. Alors, ils ont une vice-présidence dans les structures de vote, etc. Ils sont représentés, tout ça. Ça veut dire que le pouvoir a pris les dispositions, mais pour s'arroger un certain nombre de positions, pour se donner un avantage. Et après, quand on va parler de courage et des urnes, etc., d'ailleurs, il faut remarquer, je crois que les Congolais l'ont remarqué, actuellement, ils se sont rendus compte que c'est le Parti congolais du travail qui a la maîtrise. Mais du tout le système d'organisation, et ce parti qui n'est pas en conformité avec la loi. Quand vous prenez les préfets, vous prenez les sous-préfets, vous prenez les maires, vous prenez les administrateurs maires, qui sont impliqués dans ces opérations. Ça a été clairement dit lors de la conférence des préfets. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et après, on va venir vous dire que c'est une élection qui est transparente. Non, il n'y a pas de transparence, etc. Le système qui est mis en place fait clairement apparaître que c'est pour la conservation coûte que coûte du pouvoir. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aurait pu dire lorsqu'on a parlé du débat qu'il y a eu entre les représentants des candidats, c'est qu'on évite même au niveau des acteurs politiques de soulever le problème qui fait que le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail et plusieurs autres partis ne sont pas en conformité avec la loi. Et on se pose la question, la loi, elle est faite pour qui dans ce pays? Si le président de la République, le PCT, les partis de la majorité se considèrent comme au-dessus de la loi, organisent les élections dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. La loi, elle est faite pour qui? Et je crois que c'est véritablement un problème qu'il faut regarder. Maintenant, la dernière information sur laquelle je vais essayer de m'appesantir, mais j'ai suivi une vidéo du président de la République dans laquelle il déclare que on ne peut pas rester éternellement au pouvoir et on est en train de former les jeunes. D'abord, il faut préciser que, au-delà de la statistique, mais la jeunesse se limite à un âge. Hein. 32 ans, on a limite, on peut tolérer 35 ans. Mais au-delà, on est plus jeune, on est adulte. Et tout le monde veut toujours s'accrocher, il est jeune, il est jeune, il est jeune. Maintenant, quand le président de la République dit qu'on ne peut pas demeurer au pouvoir éternellement, mais c'est lui.
qui a pris des dispositions pour que cette question se pose. Pour régler cette question, il n'y a qu'un seul problème. Respecter les lois et règlements de la République. Je rappelle à ce propos que la Constitution du 15 mars 1992, élaborée et adoptée sur la base des orientations de la Conférence nationale souveraine, qui a tout mis en œuvre pour que nous revenons au multipartisme. Mais dans cette Constitution, le mandat du président de la République était de 5 ans, une fois rééligible. Donc, on ne peut pas parler de rester éternellement au pouvoir. C'est justement avec le PCT, c'est justement avec le système en place et qu'on a instrumentalisé soi-disant les sages, etc. en 2014 pour dire qu'il fallait que le président Sassou reste coûte que coûte au pouvoir pour faire un troisième mandat. Parce qu'il semble-t-il qu'il est le seul capable d'amener la paix, la stabilité. Il est le seul d'amener le Congo à l'émergence à l'horizon 2025. On est déjà en 2026 et il n'y a pas, etc. Et on a fini par aller au changement de constitution. Et là, nous avons découvert à travers les révélations de Jean-Louis Debré que la raison fondamentale du changement de constitution, c'était le maintien coûte que coûte du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Donc, quand le président parle de formation des jeunes, c'est pas à lui de préparer la succession. Et c'est même pour ça qu'assez souvent, on le suspecte de vouloir préparer son fils. Mais nous avons un système, nous avons une constitution. Dans cette constitution, les conditions sont prévues pour que les gens soient candidats, pour que les choses se passent d'une certaine manière. Il y a toujours cette suspicion pour le pouvoir qui ne respecte même pas la constitution de vouloir changer la constitution pour demeurer au pouvoir. C'est pas surprenant. Vous voyez qu'au Cameroun, le président Biya, 92 ans encore, président de la République, pour l'ensemble des pays de l'Afrique centrale, c'est pratiquement la méthodologie, la philosophie qui est retenue. Donc, quand j'ai entendu le président dire, bon, il ne peut pas rester, mais qui lui a demandé de rester éternellement au pouvoir? La Constitution prévoit un mandat de 5 ou de 7 ans, une fois éligible. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire qu'on ne peut pas rester éternellement au pouvoir. Regardez aux États-Unis. Regardez comment les Bill Clinton mènent une vie après la présidence de la République. Regardez les Barack Obama. Regardez les George Bush, etc. Donc, à mon avis, ce qu'il faut recommander, il est tout à fait normal que les jeunes soient impliqués dans la politique. Et je constate d'ailleurs que j'ai suivi à travers les commentaires, Destin Gavé a 35 ans, il est candidat. Donc il y a beaucoup de jeunes qui veulent être candidats, qui veulent avoir un projet de société, etc. Mais c'est pas à nous de dire il faut préparer les jeunes. Mais le président Sassou est arrivé au pouvoir à quel âge? Et pour le président Sassou est arrivé au pouvoir à quel âge? Le président Marien Ngouabi est arrivé au pouvoir à quel âge? Et pourquoi maintenant il faut comme des dispositions particulières? Je rappelle que dans son livre Parler vrai pour l'Afrique, le président de la République avait dit que chez des anciens hommes politiques comme Yombi, comme Kolela commençaient à partir et que lui, à 66 et 67 ans, il s'est préparé également à partir parce que la Constitution stipule clairement qu'un président de la République ne peut effectuer que au plus deux mandats. Mais tout vient que maintenant, il est pratiquement au 5e mandat, etc. Et quand on écoute une fois la déclaration de Pierre Ngolo, le président du Sénat, qui disait que la perte du pouvoir, c'est quelque chose de... Non, il faut qu'on change qu'on change de paradigme. Il faut qu'on suive les lois et règlements de la République et qu'on essaie d'avancer. On a suivi le ministre Itoa Bruno une fois au Lombo déclaré que tant que nous n'avons pas fini de développer ce pays, on ne laissera pas. Ça veut dire quoi? Alors vous êtes dans une situation où vous pensez être démocrate, mais vous ne l'êtes pas, puisque le président Sassou lui-même avait déclaré que il insistait pour dire que jamais, jamais n'acceptera que la Constitution soit violée. Et le président Laurent Gbagbo dit que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Donc moi, cette question
de la jeunesse, c'est vrai, elle représente plus de 70% de notre population, mais il faut l'encourager, l'encadrer. Il y a des jeunes qui se lancent dans la politique, etc. Ils veulent être des candidats, ils veulent avoir des programmes, etc. Mais il faut encourager ça. Mais c'est pas comme préparer, non, on ne sera pas éternellement au pouvoir, mais à vie au pouvoir. Mais qui a demandé à quelqu'un d'être à vie au pouvoir? Le président Biya, je m'excuse d'enfoncer certaines portes ouvertes, le président Biya sait que une bonne partie, sinon la grande majorité, peut-être d'après ce que Issa Chiroma Bakary avait déclaré, voulait du changement, etc. Mais c'est ceux qui sont au pouvoir qui doivent respecter les lois et règlements de la République et la Constitution. Donc, je crois que c'est quelque chose de fort. Donc, une fois que j'ai donné ces informations, on peut passer à la thématique principale. La thématique principale, je vous ai dit que nous sommes dans un contexte électoral et aujourd'hui, samedi 7 mars, nous faisons la première émission Grand Angle du mois de mars. C'est pour ça que nous avons voulu avoir une thématique orientée vers un peu notre petite histoire récente. Quand je parle de notre petite histoire récente, nous voulons avoir une pensée particulière pour Jean-Marie Michel Moukoko, pour André Okombi-Salissa, pour Guy Brice Parfait Kolila, qui ont été candidats pour Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa. Les trois ont été candidats en 2016. Les deux premiers, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa, sont depuis pratiquement en prison. Et notre compatriote Guy Brice Parfait Kolila, que Dieu son âme, a perdu sa vie au mois de mars 2021. Donc, ce mois de mars est un mois assez caractéristique au cours duquel il faut que nous ayons une pensée particulière pour eux. Il n'y a pas que, puisque bientôt nous allons connaître également des événements s'agissant par exemple du président Marien Ngouabi, s'agissant du cardinal Émile Biayenda et des autres, le président Alphonse Massamba Deba. Donc ce mois de mars est un mois tout à fait particulier. Donc nous avons souhaité avoir une pensée particulière et pour ça nous tenons à retrouver, s'agissant de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa, qu'ils ont été candidats, ils n'ont pas reconnu les résultats de l'élection présidentielle de 2016 et depuis cette période, ils sont pratiquement en prison. Et Jean-Marie a été condamné, si je ne me trompe, en mai 2018, il a été condamné à 20 ans de prison ferme, semble-t-il, pour atteinte à la sûreté de l'État. Et André Okombi-Salissa a été condamné, je crois, en mars 2019, également pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et puis détention illégale d'armes de guerre. Je crois que c'est le même chef d'accusation, etc. Maintenant, une fois qu'il a lu ces condamnations, il faut reconnaître que les appels, il y a des voix qui se sont levées. Mais avant de parler de ces voix, nous voulons regarder un peu le cas de Guy Brice Parfait Kolila, qui a perdu sa vie, comme je l'ai dit, en mars 2021, et qui a tenu à nous laisser un testament extrêmement fort. Et je crois que de temps en temps, il faut que les Congolais qui le savent, qu'ils essaient de se rappeler. En fait, il avait dit, quand sur son lit de mort en esprit, je suis en train de me battre contre la mort. Mais levez-vous, battez-vous pour le changement. Battez-vous pour vos enfants et pour l'avenir de vos enfants. Donc, je crois que ce testament-là, il est assez fort et qu'au cours de ce mois de mars, nous devrions fortement méditer sur cette situation pour que nous allions de l'avant et que l'on puisse essayer de régler un certain nombre de problèmes. Donc, s'agissant de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons de ce qu'il y a beaucoup d'appels qui ont été faits à travers le monde pour demander leur libération. Mais avant de faire davantage de commentaires, je vais dire que lorsqu'on on fait ce bref aperçu, il apparaît clairement que s'agissant des opposants au Congo, mais c'est un peu le cas dans beaucoup de pays en Afrique, ils ont souvent trois options.
trois options. La prison, l'exil, la mort. Et c'est véritablement triste. Parce qu'on devrait aller vers un système qui garantit toute la sécurité, qui garantit la liberté d'expression, qui garantit un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, si je reviens au cas de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salisa, je dois reconnaître qu'il y a eu des appels à travers le monde, tant au plan intérieur qu'au plan extérieur, pour demander leur libération. Et s'agissant de cette libération, et s'agissant de ces appels, je vais essayer d'en illustrer deux ou trois. Le premier, c'est en novembre 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait donné un avis dans lequel il recommandait que Jean-Marie Michel Moukoko et probablement André Okombi-Salisa soient libérés et même dédommagés. Et même dédommagés. Cet avis, si je ne me trompe, est de novembre 2018. Un autre appel fortement significatif, c'est celui de septembre 2019, lorsque M. Yves Le Drian, à l'époque ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, avait lancé un appel et il avait publiquement déclaré qu'il avait parlé au président Sassou, lui demandant des actes forts à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko et d'autres opposants. Et il a continué en disant sur RFI, pour ceux qui avaient suivi à l'époque, qu'il a parlé au président Sassou fermement. Mais nous savons quelle est généralement la réponse qui a été donnée par le pouvoir en place. Le pouvoir en place a toujours estimé qu'ils étaient des prisonniers de droit commun et qu'ils n'étaient pas des prisonniers politiques. Et sur cet aspect aussi, il faut que nous informons les téléspectateurs et particulièrement les Congolais, parce que nous avions eu à l'époque la réaction sur cette question de Jean-Philippe Bessot, qui était avocat de Jean-Marie Michel Moukoko, et qui avait réagi en disant que le chef d'accusation pour lequel Jean-Marie Michel Moukoko était poursuivi était un chef d'accusation politique. Ce n'était pas un chef d'accusation de droit commun. Et je crois qu'il a dit très clairement, et les choses devaient être très claires. Mais je constate que au niveau des gouvernants, ils n'ont toujours pas bien apprécié cette perception des choses. Ils ont toujours insisté. C'est pour ça que nous avons voulu faire l'effort dans la partie qui vient d'essayer de faire ressortir qu'il y a au Congo comme une justice à deux vitesses. Et ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Alors, c'est pour ça que dans la partie que nous allons examiner, nous allons parler de l'aspect de la justice à deux vitesses au niveau du Congo. Pourquoi nous disons qu'il y a deux vitesses? Mais parce que il y a tellement de situations au Congo qui ont créé de la frustration, qui ont créé des rancœurs, qui font que le Congo est un pays qui a besoin de réconciliation nationale. Mais ces situations sont extrêmement nombreuses. Nous n'allons pas nous mettre à les citer toutes. Mais nous allons par exemple en prendre une. Il y a eu au Congo, dans notre pays, ce que l'on appelait les disparus du beach. Il y a eu un procès en 2005. Et ce procès a reconnu qu'il y avait des victimes. Mais il y avait des victimes sans auteur. Ce qui est quand même curieux. Et dans la démarche qui a été suivie, nous avons eu un groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées qui est venu au Congo, qui a travaillé, qui a fait des missions à travers le pays et qui a fait des recommandations. L'une des recommandations que ce groupe a dû faire, c'était de relever, d'inviter, d'interpeller les autorités congolaises pour qu'elles poursuivent les enquêtes jusqu'à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles. Jusqu'à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles. Et reconnaissant que jusqu'à présent, rien, absolument rien n'a été fait. Et c'est véritablement dommage. Mais le problème, il est pendant. Puisqu'il y a quand même les parents de ces victimes qui ont droit
à la justice, qui ont droit à la paix, même la paix intérieure. Et je crois que ce n'est pas bien parce que de 2005 à 2026, ça fait 21 ans. Donc pendant 21 ans, on n'a pas été capable de régler ce type de problème. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Après l'affaire des disparus du pays, la deuxième affaire, qui est très proche de la situation de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa, mais c'est l'attaque qui a eu lieu le 4 avril 2016 dans les quartiers sud de Brazzaville. Attaque qui avait été attribuée par les gouvernants à des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas négocier. À des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas négocier. L'attaque a eu lieu le 4 avril, mais le bilan fait par les gouvernants a fait apparaître le 6 avril qu'il y avait près de 17 morts et près de 55 personnes interpellées. Mais par la suite, cette attaque s'est prolongée dans le pool et a provoqué ce que l'on appelle la guerre du pool, avec le bilan que l'on connaît, tant en perte de vies humaines qu'en termes de villages rasés, d'exécutions sommaires, de déplacement des populations. Et comme ça, les gouvernants ont décidé d'aller vers un accord de paix, tout en signalant que dans la démarche, il y avait des mandats d'arrêt internationaux qui avaient été lancés à l'endroit des responsables de ces actes. Et c'est comme ça que le 23 décembre 2017, le gouvernement a fini par signer un accord de paix avec ceux qu'on avait considérés comme terroristes, avec lesquels on ne pouvait pas négocier. Les mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés ont été retirés. Et on se pose la question. Il s'agit, semble-t-il, de paix, puisque ce débat, ce discours, il est quotidien. À Djambala, semble-t-il qu'il y a des aspects importants qui devaient être regardés lors du dialogue. C'est la paix, etc. Mais pourquoi ce qui a été fait pour le pasteur Ntouni et ses partisans ne l'a pas été pour Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa? On accuse Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa de détenir illégalement des armes et des munitions de guerre. Ces armes ont tué combien de personnes? Parce que le bilan de la situation dans le pays, il est véritablement lourd. Merci d'être avec nous. Vous revenez du Congo-Brazzaville. Alors d'abord, cette première question, dans quelles conditions se sont passés vos reportages et pourquoi est-ce que finalement le pool n'est pas accessible pour les journalistes ou encore pour les humanitaires? Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le pool. L'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils vont pas dans les villages, donc ils vont pas au plus près de là où se situent les combats. Et surtout, ils accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau, en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le pool. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes, vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité, et c'est ce que disent aussi les humanitaires, parce que en fait la situation est très floue sur le terrain et les autorités ne sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Ça, c'est pour les humanitaires et les journalistes, mais il y a quand même eu des demandes pour avoir des couloirs humanitaires qui n'ont pas été entendues pour le moment, et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Que vous ont dit d'ailleurs justement ces témoins sur la situation? Que vous rapportent-ils?
Sur la situation humanitaire, alors il y a la grosse crainte actuellement, c'est le problème de la malnutrition. Ce que racontent les gens, c'est que ils arrivent pour certains à s'échapper de zones où, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, les forces de sécurité les empêchent de sortir, les empêchent d'aller à leurs champs pour cultiver, parfois brûlent leurs maisons, contrôlent les allées et venues des véhicules pour savoir quelle provision sort, quelle provision rentre, ce qui fait dire à certains politiciens locaux d'opposition que ce qui se passe, c'est un véritable blocus en fait sur place. Et donc aujourd'hui, on sait que le risque d'avoir des populations entières avec des problèmes de malnutrition sévère est très très important. On ne sait pas combien de personnes sont concernées, c'est pour ça qu'on réclame ce couloir humanitaire. Voilà, mais il y a ces populations-là qui sont coincées et les deux camps s'accusent mutuellement de les prendre en étau. Les organisations humanitaires disent qu'il y a à peu près déjà 20 000 déplacés par rapport à ces combats qui ont lieu donc dans cette région du Pool. Est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur ces combats, sur ce qui se passe? Alors, oui, 20 000 déplacés qui sont d'ailleurs abandonnés avec très très peu d'aide humanitaire, c'est aussi un problème. Ce qu'on sait, c'est que c'est une forme de guérilla qui se joue, mais c'est très flou. C'est très flou sur les forces en présence. On ne sait pas combien de partisans a le Paston Toumi. Les gens qui combattent à ses côtés sont des gens qui sont censés avoir été désarmés pendant la précédente guerre, il y a 20 ans. On ne sait pas non plus très bien ce qui se passe du côté des autorités. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. On sait qu'il va y avoir des élections législatives au mois de juillet. Rapidement, est-ce que ces élections peuvent avoir lieu dans ces conditions ? Alors, il y a beaucoup d'ONG et aujourd'hui de partis d'opposition qui disent nous, on veut l'arrêt des combats en préalable à la participation. Clairement, ça ne sera pas possible de tenir les élections dans certains districts du Pool. Ce que disent les autorités, c'est dans ces cas-là, il y a une disposition qui prévoit que les députés en place seront reconduits. Et puis voilà, on ne va pas prendre le risque d'organiser des élections, mais on va admettre qu'elles ne peuvent pas se tenir. Merci beaucoup Florence Maurice d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur ce qui se passe en ce moment dans la région du Pool. Il est véritablement lourd. Alors pourquoi estime-t-on ne pas aborder la même démarche avec Jean-Marie Michel Moukoko et André Combis-Salissa, qui étaient des candidats, qui ont fait campagne, qui ont défendu des idées, qui se sont battus pour la restauration de la démocratie dans ce pays? Et pourquoi ils n'étaient pas intéressés dans la démarche de paix? Et que le pasteur Ntoumi et ses partisans ont pu bénéficier de cette démarche, ont pu signer un accord d'ailleurs pour lequel le gouvernement avait refusé d'associer tout le Congo, tout en reconnaissant que le Congo est indivisible et que le Pool est un département des plateaux. Vous voyez bien ce qu'on a fini par vivre encore au mois de janvier. On parle de paix. Quand nous parlons de paix, est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous allons? Alors, pour conclure sur ce problème, on peut se poser une question. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Alors, on peut poser la question autrement. Quel est le problème, en fait, de Jean-Marie Michel Moukoko, d'André Combis-Salissa et certainement d'autres prisonniers politiques? Mais il faut essayer d'y apporter la réponse parce que sinon, on n'est pas compris. Sinon, on n'est pas compris. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Alors, lorsque les gouvernants disent que la situation d'André Combis-Salissa et de Jean-Marie Michel Moukoko, c'est du droit commun, et la situation de l'attaque des quartiers sud de Brazzaville qui s'est prolongée en la guerre du Pool, c'est quoi? Donc, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent. Et ce n'est pas normal qu'on puisse se comporter comme ça. L'autre aspect que je vais évoquer, qui apparaît aussi clairement, qui fait apparaître toujours qu'il y a
une espèce d'injustice, qu'il y a une justice à deux vitesses. Les révélations de Laurent Sokoko. Laurent Sokoko est un panafricaniste angolais qui a fait plusieurs vidéos. Et à travers ces vidéos, il a révélé que le président Eduardo dos Santos avait été consulté par un des fils, un des enfants du président de la République, pour qu'il vienne à son secours et qu'il lui apporte son soutien, son appui, pour qu'il renverse son père. C'est connu de tout le monde. Les vidéos existent. Laurent Sokoko est vivant. Et c'est comme ça que ça avait commencé pour Jean-Marie Michel Moukoko. Lorsqu'il a annoncé en février 2016 qu'il allait être candidat, mais le soir, on a commencé à faire circuler des vidéos dans les réseaux sociaux, etc. Et puis après, ça s'est passé dans les médias d'État. Et après, bon, Marie-Michel Moukoko a commencé à avoir des convocations. Moi qui était avec lui pendant sa campagne, le 4 mars, le jour du démarrage de la campagne, il était convoqué. Écoutez, ce n'est véritablement pas. Mais là, cette fois-ci, c'est pas Mirassa qui le dit. C'est Laurent Sokoko qui a été avec le fils du président, voir, ou plutôt être en audience avec le président Eduardo dos Santos, que Dieu est son âme. Et il a révélé qu'en réalité, il s'agissait de la préparation d'un coup d'État, ce à quoi le président dos Santos n'a pas accepté. Mais les vidéos existent. Cette fois-ci, pourquoi c'est un silence curieux que l'on observe de la part des gouvernants? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas traité le problème de la même façon qu'on a traité celui de Jean-Marie Michel Moukoko, puisqu'il y avait déjà une jurisprudence? Oublie-t-on que dans la Constitution du 25 octobre 2015, il y a un article 15 qui dispose clairement que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi, ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique et autres, par rapport à sa condition sociale, à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Pourquoi? Pourquoi on interprète la loi différemment lorsqu'il s'agit de Jean-Marie Michel Moukoko et lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de personnages? Jean-Marie Michel Moukoko est entré au Combi-Salissa. Et c'est ça qui crée des frustrations. Parce qu'il y a des Congolais qui se sentent humiliés, que l'on considère peut-être comme sous-Congolais, et il y en a d'autres qui peuvent tout se permettre. Non, ce n'est pas une bonne chose. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle s'applique à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Et dans beaucoup de pays, cela a été bien vécu. Et c'est là où on se pose la question. On pose la question au gouvernement. Pourquoi un acharnement sur Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa et une complaisance pour d'autres? Est-ce que c'est normal? Lorsqu'on parle d'un complot international visant la mort d'un chef de l'État, visant le renversement, mais nous savons, les Congolais ont assisté au procès de Dabira, du général Dabira, où semble-t-il, il cherchait un missile pour descendre l'avion du président. Et quand on prend ces exemples, pourquoi pour certains cas, on essaye d'avoir une attitude et pour les autres? Est-ce que la justice est véritablement indépendante? Et là aussi, on se pose la question. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je vais prendre un autre cas toujours pour que les Congolais en aient une claire compréhension. C'est la protection par les gouvernants actuels des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé
le pays dans la ruine et la catastrophe, et les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Tellement ces dossiers sont nombreux. Tellement ces dossiers sont nombreux. Et le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle à laquelle les gouvernants n'arrivent pas à trouver des solutions idoines et appropriées depuis plus de 10 ans. Nous n'allons pas faire la liste exhaustive de ces projets, mais nous allons prendre un échantillon. Le plus emblématique de ces dossiers, c'est le dossier qui est relatif aux excédents budgétaires estimés par certains analystes à 14 000 milliards de francs CFA. Nous sommes en crise. On va rechercher des eurobonds à des taux d'intérêt évoluant entre 10 et 13%. C'est-à-dire qu'on sacrifie notre jeunesse. Mais les excédents budgétaires sont 14 000 milliards. Alors, cette question est d'autant plus importante que devant le Congrès, devant le Parlement réuni en Congrès, le 12 août 2006, le président de la République avait révélé que nos budgets dégageaient des excédents budgétaires, mais que des dispositions particulières avaient été prises pour une gestion rigoureuse de ces excédents, que ces excédents devaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun franc ne pouvait être retiré de ce compte sans la loi rectificative des finances. Et il avait été ajouté qu'un audit sera effectué chaque année par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires et qu'il sera rendu public. Mais pourquoi depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans, pourquoi aucun audit n'a été réalisé? Quand on pose les questions sur cet argent, on dit c'est l'opposition radicale. Mais c'est l'argent des Congolais. Regardez la situation dans laquelle les retraités se retrouvent. Regardez la situation des personnels des mairies. Regardez la situation des personnels des hôpitaux et des personnels de la santé. Et la liste, elle peut être plus longue. En prenant rien que l'exemple des travailleurs de la mairie de Dolisie, qui enregistrent déjà 97 mois d'arriérés de salaire. Les retraités, je vous l'ai dit, ils enregistrent plus de 50 mois d'arriérés de pension. Les étudiants sont dans une situation difficile. On n'a pas d'eau, on n'a pas de cours, etc. Les excédents budgétaires, ils sont passés où? Les institutions qui devaient sur ces problèmes, comme le Sénat, puisque ça a été fait dans le cadre du message sur l'état de la nation en 2006, c'est-à-dire devant les députés et les sénateurs. Plus personne n'ose parler. A-t-on peur ou profite-t-on de cette situation? Mais pendant ce temps, quels sont les responsables de cette situation? Les Congolais devraient les connaître. Est-ce que c'est un comportement normal? J'ai dit non. Alors les responsables se promènent librement, tranquillement, à travers le pays. Ils font ce qu'ils veulent. Et ceux-là, ils n'ont pas posé d'acte de droit commun ou je ne sais pas quoi. Mais ils sont dans le vol, dans le détournement des deniers publics, dans la corruption, dans la concussion, dans le népotisme et autres. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens.
Rappelons que fin juin cette année, Julian Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Que dire? Et quand on pense à ça déjà, en première question, pourquoi alors l'acharnement sur Jean-Marie Michel Moukoko est entré au commissariat? Je peux prendre un deuxième exemple, s'agissant toujours de ces scandaleux crimes économiques et financiers. Les Panama Papers ont révélé qu'il y avait 6 Congolais, qui détenaient dans les paradis fiscaux près de 5 500 milliards de francs CFA. Je crois que vous connaissez à peu près quel est le budget du Congo en l'an 2026. Si je ne me trompe, je crois que ça doit être de l'ordre de 2550 milliards. Il y a 6 Congolais qui détiennent cette somme. Le plus riche d'entre eux a plus de 2000 milliards de francs CFA. Comme il a fait pour les avoir. Son père devait être paysan. Ce n'est pas un industriel. Et comment il a fait? Mais les choses sont claires. Le moins riche devrait avoir autour de 20 milliards de francs CFA. Et le gouvernement est silencieux et curieux. Les Congolais peuvent souffrir, ils peuvent mourir, les hôpitaux peuvent être dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Il n'y a pas de responsabilité. Non. Il s'agit là d'une véritable méchanceté. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je vais passer au 3e dossier parce que ça me fait donner une pensée particulière à la jeunesse et surtout aux étudiants. Je crois que c'est dans son message sur l'état de la nation en 2024. Le président a révélé qu'au lieu de 3 milliards qu'il fallait pour payer les bourses, les services en exigeaient 9 milliards chaque année. Et il a déclaré, visiblement, que les différentiels de 6 milliards se dissipaient chaque année sans jamais laisser de traces. J'entends beaucoup de choses qui se disent en termes de promesses à la jeunesse et tout ça. Mais la meilleure promesse qu'on doit faire à la jeunesse, c'est de lui indiquer où sont les 14 000 milliards. C'est de lui donner des explications et voir avec cette jeunesse qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas en termes de promesses, oui, on fera ceci, on fera ceci. Et ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Alors, quand on a le souci du bien public, mais une enquête devrait être ouverte. Des responsabilités devraient être établies. Non. Non. Je crois que le trésor public, c'est là où tout le monde se sert. C'est devenu leur propriété, c'est devenu leur argent. Les autres Congolais peuvent mourir, ils peuvent... Ça, ce n'est pas du tout le... Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Alors, quand on a fait le tour de tout ça, il y a un autre dossier, c'est le Trésor Gate. Les Congolais découvrent un jour qu'il y a des responsables, des cadres du Trésor à un niveau extrêmement élevé qui sont impliqués dans des questions de détournement. Et il semblerait que ces détournements s'élèveraient pour cet à plus de 3 000 milliards. Le procureur de la République a pris une réquisition aux fins d'interdiction de sortie du territoire national. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. Et puis, voilà. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Chacun qui peut se servir, se sert. Les Congolais peuvent souffrir, ils peuvent dans la misère. Ce n'est pas la préoccupation. Les trésors guettent. Et les responsables de ces situations se promènent librement
Il y en a, dit-on, qui étaient sortis du Congo. Ils sont revenus, ils se promènent, ils sont dans la campagne du président candidat. Mais écoutez, où est-ce que nous sommes? Et après, on va venir parler de résilience aux Congolais. Évidemment, on fait des promesses, etc. Non, c'est pas sérieux. Mais j'évoque ces situations. Pourquoi? Mais c'est pour prouver aux Congolais qu'il y a véritablement un problème avec Jean-Marie Michel Moukoko Andro Kombi-Salissa. Parce que les gens qui ont posé ces actes aussi graves, mais il y en a d'autres que je n'évoque pas. On peut parler des malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture. On peut parler des détournements de 9 milliards, des pensions du mois de novembre et décembre 2016 à la trêve. On peut parler du Figagate, où les preuves ont été apportées, où il y a eu la confrontation à partir de la structure de la commission finance, budget, contrôle, finance, économie et contrôle budgétaire de l'Assemblée. Mais ça a donné quoi? Mais ça a donné quoi? Et on estime qu'on n'a rien à dire au Congolais. Il y a des documents qui ont été sortis pour révéler qu'il y avait un détournement de 160 milliards au niveau du ministère de la Santé et de la Population, évidemment. Par contre, nos étudiants, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Maroc, ils peuvent rester des mois, ils sont en difficulté, les bourses ne sont pas payées, ils ont des... Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ça crée de la frustration. Ce n'est pas sérieux. Et après, quand le président sera élu, n'importe quel président, il va prêter serment. Et dans le serment qu'il prête, il déclare faire respecter la Constitution. Il déclare garantir la paix et la justice à tous. Mais voilà, patati patata. Il n'y a pas la justice pour tous. C'est une situation extrêmement grave, extrêmement préoccupante. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé au cours de ce premier samedi du mois de mars, au cours de l'émission Grand Angle, d'avoir une pensée particulière pour Jean-Marie Michel Moukoko, pour André Kombi-Salissa. Je vais avoir une pensée noble et pieuse pour Guy Brice Parfait Kolela. Et s'agissant de Jean-Marie Michel Moukoko et André Kombi-Salissa, quand on dit cette situation, c'est très dur. C'est très dur. On peut parler d'une justice à deux vitesses. Il s'agit d'une véritable, pour moi, il s'agit d'une véritable injustice. Et quand on regarde les autres dossiers, l'Amir Ngela a laissé plein de dossiers, mettant en cause des membres du gouvernement, mettant en cause des dignitaires du pouvoir, etc. Donc, eux, ils ont le droit de tout faire. Par contre, et c'est notre conception des choses, ceux qui ont voulu avoir une pensée particulière pour le Congo, qui ont pensé que le Congo se portait mal et qui ont estimé qu'ils avaient la capacité d'apporter leur modeste contribution à ce qu'on sorte le Congo de cette situation. Mais ils sont dans des situations extrêmement difficiles et ils ont perdu complètement la liberté. Jusque quand j'entends dire, mais alors, les cas que je viens d'évoquer ne sont pas des cas graves. Les cas que je viens d'évoquer ne sont pas des cas extrêmement graves. Alors, c'est pour ça qu'en conclusion, j'interpelle les gouvernants de ce pays pour dire que ce pays a besoin de réconciliation nationale. Les situations de frustration, de rancœur sont extrêmement nombreuses. Je vous en ai cité quelques-unes. En essayant d'avoir un cachet tout à fait particulier pour les disparus du beach, parce que ce sont des Congolais. Et parce que
on a organisé un procès qui a abouti au fait qu'il y avait des victimes sans auteur. Et c'est le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées qui a recommandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour poursuivre l'enquête et arriver à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles. Jusqu'à aujourd'hui, ces responsabilités n'ont pas été établies, mais elles sont toujours de mise. Elles sont toujours de mise. Alors c'est pour ça que je lance un appel en disant que ce pays qui a besoin de réconciliation peut passer par le Conseil national du dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation, institué par les articles 227 et 228 de la Constitution, sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Il n'y a pas très longtemps, je disais que la gouvernance électorale était un grand problème politique d'intérêt national. Mais aujourd'hui, la réconciliation nationale est un véritable problème. Dans quelques jours, nous allons parler du 49e anniversaire de la mort du président Marien Ngouabi, de la mort du cardinal Émile Biayenga, de la mort du président Alphonse Massamba Deba. Et je crois que nous, les hommes politiques, on ne devrait pas avoir la conscience tranquille de voir que le président Alphonse Massamba Deba, un des pères de l'indépendance de ce pays, qui a été président de la République, n'a pas de sépulture digne de c'est une grande, grande injustice. Ce n'est pas sérieux. Quel est le problème que ça pose en réalité? Et aujourd'hui, je dis, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa ne méritent pas le sort qu'ils sont en train de vivre. C'est pour ça que je lance un appel. L'appel, je ne le lance pas seulement à l'endroit des gouvernants. Je le lance à l'endroit des gouvernants, des acteurs politiques et des Congolais en général. Parce qu'il faut que nous prenions conscience que ce n'est pas du tout une bonne chose. Et qu'il nous faut cultiver l'amour entre nous, l'amour de la patrie, l'amour du prochain. Et nous devions nous écarter de cette vision toujours qui consiste à faire mal, très mal, à des compatriotes, à des amis, à des frères, etc. Mes frères, chers frères congolais, quand vous réfléchissez à travers l'exposé que j'ai fait, quel est le reproche qu'on fait à Jean-Marie Michel Moukoko? Évidemment, il a peut-être eu le malheur de faire une grande école militaire comme celle-ci, et on a abouti à l'un des chefs d'accusation détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Je pense également à notre frère André Okombi-Salissa. Et je crois que nous devions penser sérieusement. Pendant qu'on parle, c'est exprès que j'ai choisi d'évoquer ce problème, pendant qu'on parle de campagne électorale, pendant qu'on parle de paix. Parce qu'on parle d'apôtres de paix, on résout les problèmes à l'extérieur, etc. Mais il y a des problèmes à l'intérieur qui méritent d'être résolus.
Et moi, j'ai déçu de ceux qui pensent que Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa et d'autres prisonniers politiques ne méritaient pas ce qu'ils sont en train de vivre. Il faut que nous en ayons conscience. Ayant cette pensée pour eux, je pense également à ce qu'on prenne les dispositions pour le retour au pays de tous les exilés. Tous les exilés. Et je souffre quand je vois que la dépouille mortelle du président démocratiquement élu en 92, Pascal Lissouba, se trouve à l'extérieur du pays. Quand je vois comment nous nous sommes organisés en apprenant sa mort et en voyant ce que nous avons organisé, non, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Respectons nos responsables politiques. Et ayons du respect pour nos anciens présidents, pour nos anciens responsables. Ne faisons pas d'une situation de 2 poids, 2 mesures. Et il est bon que tous soient logés à la même enseigne. C'est sur ce, chers camarades, chers frères, chers téléspectateurs, que je termine mon émission en espérant que nous allons prochainement nous retrouver dans une autre émission Grand Angle. Je ne sais pas, ça sera probablement le 14. Je ne sais pas si ça sera possible. Surtout que je vois sur les réseaux sociaux, soi-disant un document du ministre de l'Intérieur qui a demandé la suspension à MTN des communications, des SMS dans la période allant du 10 au 15. J'ai cru voir également qu'on parle de fake news, mais nous n'avons pas besoin de suspension de communication. L'élection a lieu, mais les Congolais peuvent. La campagne, elle se termine le 13, il y a un jour de pause, je crois, le 12, mais après, je crois que les Congolais ont besoin de communication, ils ont besoin d'être en contact avec le monde extérieur. J'ose espérer que c'est véritablement un fake news. Sinon, ça ne s'explique pas. Sinon, ça ne s'explique pas. Je crois que nous avons une force publique qui doit assurer la sécurité des élections. Je crois qu'ils ont pris des dispositions pour ça. Mais ne nous privez pas de nos libertés fondamentales. L'aspect de la communication, c'est extrêmement important et il faut que les autorités congolaises le comprennent. Donc, nous osons espérer que c'est un fake news et que nous aurons la possibilité d'avoir accès aux communications, à l'Internet, à tout, etc. C'est devenu comme un certain confort pour nous et pour certains, c'est même une consolation. Donc, il n'y a pas d'aide. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour samedi 14 mars 2026, mais ça sera la veille de l'élection présidentielle. Donc, je vous remercie et à bientôt.